Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ravie de vous y retrouver déjà si nombreux. Vous êtes 77 participants. Alors j'invite mes expertes à fermer leur micro le temps de 2-3 minutes. On attend que tout le monde se connecte. Il est 14h01. On va démarrer à 14h05. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger des fichiers extrêmement pertinents qui vous aideront dans le suivi de vos rendez-vous, puisque vous êtes majoritairement des assistants sociaux ou des RH à participer à ces webinaires. Donc, vous pouvez les télécharger dans l'onglet « Les fichiers ». Vous avez une dizaine de fichiers extrêmement intéressants, que ce soit sur le plan juridique, jurisprudentiel, procédure, sur le plan médical et la présentation de Anne Trester avec le pull orange, qui est coach, qui est intégré dans les documents. Donc, n'hésitez pas à télécharger tous ces documents. Et bien évidemment, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous manifester dans le chat. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ces webinaires, comme vous le savez, se veulent extrêmement interactifs. Donc, nous allons avoir, ça ne va pas être un large exposé de droit, ce seront des interactions sur des questions extrêmement précises, pratico-pratiques, qui vont venir au soutien de vos activités professionnelles aux uns et aux autres. Donc voilà, si vous avez d'enjeux, n'hésitez pas à les poser, télécharger les fichiers et je vous dis à dans 3 petites minutes. Alors, on va démarrer dans 1 minute. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, que vous nous voyez toutes correctement. Il semblerait que oui. S'il y a un souci de son ou de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, mais a priori, tout va bien. Voilà, il est 14h04. Vous êtes déjà plus de 110 participants. Donc, nous allons bientôt démarrer. Tout va bien, merci. Voilà, merci de me signaler que le son et l'image sont bonnes. Alors, on va démarrer sans transition immédiatement. Encore une fois, ravie de vous retrouver. Pour ceux qui nous connaissent, eh bien, vous savez que ces webinaires se veulent la continuité des petits déjeuners juridiques qui sont organisés au cabinet d'avocats Buchin-Gérubin depuis pratiquement 10 ans. Et les webinaires ont pris la suite depuis près d'1 an avec la période Covid qui n'en finit plus, mais que nous espérons bientôt terminer. Pour ceux qui nous découvrent, ces webinaires se veulent vraiment pratico-pratiques et offrir, à partir d'une problématique juridique ou judiciaire et aussi sociétale, ouvrir le champ, ouvrir les regards, ouvrir les expertises sur des sujets qui font le cœur de votre activité. C'est pour ça que ces webinaires se veulent assez larges dans les thématiques proposées, du droit de la famille, du droit du travail, du pénal, du préjudice corporel, parfois des sujets tout simplement sociétaux, plus qui concernent la parentalité,
Mais en tout cas, voilà, ces webinaires rencontrent un franc succès et nous vous en remercions. Votre large présence aujourd'hui en atteste. Le sujet du jour, c'est la souffrance au travail. Alors, la souffrance au travail, c'est un sujet éminemment large qui mériterait des semaines et des semaines de formation. Aujourd'hui, j'ai voulu l'aborder sous l'angle d'une problématique que moi, je rencontre quotidiennement en tant qu'avocate au cabinet, qui est celle du burn-out. Quasiment à chaque dossier de licenciement ou de désir de quitter l'entreprise ou de mal-être, soit on entend parler de harcèlement, soit on entend parler de burn-out. Et la plupart du temps, on entend parler de burn-out dû à des problématiques de harcèlement. C'est pour ça que le sujet étant extrêmement vaste, j'ai voulu le décorréler, on va dire de manière chronologique. À partir de quand commence un burn-out? Comment est-ce qu'on peut le traiter de manière préventive? Qui sont les acteurs qui viennent en soutien de ces problématiques-là? Parce que précisément, et comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je prêche pour ma chapelle tout en ne prêchant pas forcément pour ma chapelle, à savoir que l'avocat ne peut pas tout, loin s'en faut. Il arrive malheureusement trop tard. Il arrive surtout trop tard en matière de burn-out parce que cette problématique-là, elle n'est pas que professionnelle, elle devient aussi une problématique personnelle. Il y a une intrication très claire entre la vie personnelle et la vie professionnelle sur cette problématique de burn-out, parce que quelqu'un qui perd son travail, ça a déjà une incidence très nette sur l'équilibre de son foyer, parfois, ne serait-ce que financier, mais aussi sur le manque de confiance en soi que génère parfois un licenciement ou même un départ négocié de son travail dans les contextes les plus doux, on va dire. Mais quand à cela vient se rajouter un burn-out, qui parfois peut être confondu par une dépression, c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui une médecin du travail, eh bien les choses deviennent très complexes et donc elles irriguent, je dirais, sur la vie personnelle. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. J'ai voulu aussi l'étendre, ce sujet du burn-out, parce qu'on parle aussi aujourd'hui du bore-out, c'est-à-dire le burn-out, c'est le trop-plein de travail, le bore-out, c'est l'ennui au travail, et il y a une troisième catégorie qui nous vient des anglo-saxons, qui est le burn-out. Et le burn-out, c'est le mimi, c'est le gris, c'est le marron, c'est-à-dire c'est ni du burn-out, ni du bore-out, c'est une sorte d'invisibilité au sein de l'entreprise, et qui est aussi parfois extrêmement durement ressentie. Donc, avec mes experts de ce jour, que je vais inviter à se présenter, nous allons essayer de voir comment une avocate, une médecin du travail, une coach en entreprise experte en transition de carrière, une assistante sociale libérale qui est certifiée en psychopathologie du travail, peuvent chacune, avec son expertise, avec son expérience, aider sur ces problématiques-là. Docteur Magali Kless, je vous laisse vous présenter brièvement pour nos intervenants. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis médecin du travail dans un service interentreprise dans le Val d'Oise. Voilà, donc on suit des entreprises de différents types d'activités, beaucoup de petites entreprises, très petites entreprises, voilà, et quelques grandes, mais voilà. Donc, ça ira, merci beaucoup. Merci beaucoup, Magali. Anne, je vous laisse la parole. Anne est coach en entreprise. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne Crester, donc j'ai 53 ans et en fait, depuis 3 ans, je suis coach indépendante spécialisée en transition de carrière. Et auparavant, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en entreprise, à la fois donc en tant que salarié et puis aussi en tant que manager. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait à devenir coach sur les questions en particulier d'évolution professionnelle et de transition de carrière. Merci beaucoup, Anne. Et enfin, je laisse la parole à Maniaga Diawara, qui est assistante sociale libérale et qui s'occupe beaucoup de ces problématiques. Je vous laisse vous présenter, Maniaga. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maniaga Diawara. Je suis assistante sociale depuis 2009. Je suis intervenue une dizaine d'années en service social du travail interentreprise, d'abord comme assistante sociale, puis comme manager d'équipe. Et puis, à l'occasion de ces expériences, j'ai eu l'opportunité de découvrir les rouages du monde de l'entreprise. Je me suis formée à partir de 2015 à la psychopathologie du travail auprès de Christophe Dejour et j'ai développé une expertise psychosociale sur le mal-être et la souffrance au travail que je déploie aujourd'hui comme assistante sociale libérale au sein des entreprises. Merci beaucoup à toutes. Alors, pour introduire le sujet, je vais vous diffuser une petite vidéo qui retrace en 3 minutes 15 le parcours d'un salarié
qui subit un burn-out. Et j'ai trouvé je trouve intéressant de diffuser cette vidéo parce qu'elle pose vraiment le décor de manière panoramique. Et dès la fin de la diffusion de cette vidéo, j'inviterai mes intervenantes. Vous m'entendez là? Voilà. Donc, j'inviterai mes intervenantes à s'exprimer sur cette vidéo. Il me semble, en tout cas, cette vidéo retrace pour moi le chemin malheureusement classique des personnes victimes de burn-out, en tout cas, les personnes que je reçois en cabinet d'avocat. Et je poserai cette question-là à mes intervenantes juste après la diffusion de ces vidéos. C'est un homme d'apparence solide, un gaillard large d'épaules, sur qui l'on s'imagine pouvoir compter. C'est pourtant le même homme qui a lâché prise il y a quelques années, qui a perdu pied, qui s'est écroulé. En 2009, Gilles entre dans une entreprise de bâtiment de la région rouennaise. Dans son contrat figure une clause de mobilité. Pas de quoi décourager ce garçon courageux et investi dans son travail. Dans le contrat qu'on avait signé, j'étais obligé de partir en déplacement. Donc j'ai accepté un déplacement le patron m'avait dit pour 6 mois. Et en fait, ça s'est prolongé jusqu'à 17 mois. On part le lundi matin à 4h du matin, on part, on rejoint le chantier. Et ensuite, le soir, je rentrais sur un camping où j'avais loué un mobil-home. Vous travaillez toute la journée et le soir, vous êtes tout seul? Voilà, seul. On voit personne et c'est un peu, voilà, boulot, dodo. Lorsqu'il rentre chez lui à la fin de la semaine, Gilles est fatigué, irritable. Ses relations avec sa famille se dégradent. Ses absences répétées lui font finalement perdre la garde alternée de ses enfants. Comme j'étais très nerveux, du coup, j'avais du mal à supporter mes enfants. L'ami à l'époque que j'avais, ça a fini par arrêter parce que comme on se voyait pas beaucoup, et puis que j'étais tendu, voilà, elle a fini par partir. Parce que moi, j'étais pas contre le fait de partir en déplacement, mais pas sur des grandes périodes, quoi. Ça aurait été des périodes de 6 mois, bon, encore, je me serais arrangé. Mais comme il m'a dit, si je veux, je vous envoie 10 ans en déplacement, au lieu de faire tourner les gars, parce qu'on était quand même 25 dans l'entreprise, quoi. Voilà, il avait décidé que c'était moi, donc j'avais rien à redire, en fait. Donc là, j'ai compris qu'en fait, je m'en sortirais pas, quoi, de toute façon, du déplacement, quoi. À son éloignement et sa solitude s'est ajouté un accroissement de sa charge de travail et des responsabilités qu'il n'était pas censé endosser. Gilles est éreinté et déprimé. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'est le premier hiver que j'ai passé dans le mobil-home. Curieusement, c'est en mangeant et en me voyant dans le reflet de la fenêtre. Et là, j'ai eu un gros coup de déprime en me voyant voilà. Ça a commencé comme ça, en fait. Tout seul à votre table. Et, ça finit tout doucement par le craquage, quoi. Hein, un jour, on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Je pleurais tout le temps, en fait. J'en rêvais même. J'en faisais des cauchemars. Du coup, au bout d'1 an et demi, en fait, j'ai fait 2 arrêts l'un derrière l'autre. Et en expliquant au patron qu'en fait, je supportais plus d'être en déplacement, qui en fait n'en a pas tenu compte. Elle voulait absolument me renvoyer en déplacement, donc j'ai fini par aller craquer, puis aller voir la médecine du travail. Et comme en fait avec la médecine du travail, il lui avait imposé que je reste Armand, évidemment ça a posé problème. Ça a fini qu'on a fait un licenciement à l'amiable. Nous sommes au Havre, à la maison des syndicats. Alors, pour moi, cette vidéo, c'est le chemin, comme je vous l'ai dit précédemment, classique, quelle que soit d'ailleurs la position, qu'on soit cadre, qu'on soit à un autre niveau dans l'organigramme, qu'on soit un ouvrier ou même, voilà, quelle que soit sa position dans l'entreprise. Ce qui est décrit dans cette vidéo, c'est le chemin qui m'est raconté à 90%.
Docteur Magali Kless, est-ce que vous partagez, comment dire, mon sentiment, à savoir que le parcours qui est décrit dans cette vidéo, c'est aussi ce que vous voyez dans votre bureau de médecin du travail? Alors, nous, on voit beaucoup alors pas forcément de burn-out, hein, ça va être vraiment ce qu'on appelle la souffrance au travail au sens large. Le parcours qui est décrit, qui aboutit à un licenciement, malheureusement, c'est quand même assez fréquent, hein, quand il y a une rupture totale qui est faite avec l'entreprise ou des personnes qui, comme ce salarié-là, visiblement, souffrent ensuite de dépression. Parfois, le retour au travail dans l'entreprise n'est pas possible, ça c'est sûr. Et l'issue se fait soit par des démissions, soit des inaptitudes au poste, ou des ruptures conventionnelles de contrat ou des licenciements à l'amiable, comme le dit monsieur. Tout notre rôle, nous, en santé au travail, ça va être d'agir en prévention, justement, en alertant sur les prémices, en fait, hein, et d'éviter que les salariés ne sombrent dans la dépression, comme c'est arrivé pour ce monsieur-là. Donc c'est vrai que les risques psychosociaux sont quelque chose qui font partie de notre quotidien, hein, dans les consultations de médecine du travail, et c'est un très très vaste sujet, qui est multifactoriel, qui vraiment arrive à des situations parfois très très difficiles, hein, sur le plan humain, sur le plan socio-professionnel. Docteur Magali Kless, avant de donner la parole à nos deux autres intervenantes sur leur ressenti et leur retour d'expérience sur les parcours de personnes qui viennent les voir en tant que coach ou assistante sociale, est-ce que vous pouvez nous donner, parce que vous avez parlé de burn-out et de dépression, dans cette vidéo, ce monsieur aussi a dit « j'étais très déprimé », après il a parlé d'une surcharge de travail, après il a dit qu'il était dépressif. Souvent, moi je le vois dans les dossiers de licenciement, en tout cas dès qu'il y a une volonté de départ, que ce soit du côté de l'employeur ou du côté du salarié, l'employeur va dire ah ben non, il n'y a pas de burn-out, c'est le salarié qui est dépressif, c'est pas notre responsabilité. Et il me semble, et ça, je vous le dis, c'est mon, comment dire, je le vois, c'est le lot quotidien quand je travaille sur ces dossiers, sur le plan de la jurisprudence, il y a toujours cette tension entre est-ce qu'il s'agit de la dépression de la personne, est-ce qu'il est dépressif, ou est-ce que c'est le burn-out qui est, comment dire, dans le lien de causalité, c'est le burn-out qui a initié la dépression. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous pourriez nous donner la différence entre une dépression et un burn-out? Alors, j'ai envie de dire, la dépression, ça va être la conséquence du burn-out. Le burn-out, c'est vraiment multifactoriel, comme on dit, hein. Il y a des facteurs d'organisation, de surcharge de travail, d'accompagnement, de choses comme ça, qui sont intriqués, bien évidemment, avec des caractéristiques individuelles. C'est-à-dire que selon son état physique, psychique de base, on va pouvoir être plus ou moins affecté par le burn-out. Le burn-out concerne beaucoup des gens qui sont très, très investis dans le travail et pour lesquels le travail a une place centrale, aussi bien dans la construction professionnelle que privée, que dans la sphère personnelle. Donc, alors, il y avait un petit peu de sens dans votre question. Alors, sur la dépression, ça, c'est un diagnostic médical, hein, donc effectivement, il y a des signes avant-coureurs avec des troubles de la fatigue, une perte d'entrain, des fois des pertes d'appétit, des troubles du sommeil, c'est ce qui est principalement mis en avant, à tel point que parfois les gens effectivement n'arrivent plus à fonctionner, hein, et donc là effectivement il y a le syndrome dépressif qui se met en place. Après, sur le lien de causalité, c'est toute la plus-value aussi du médecin du travail et tout l'intérêt de solliciter les services de santé au travail. Parce que c'est pas parce qu'une personne est dépressive que c'est en lien avec son travail, et ce n'est pas parce que la personne est en difficulté à son travail que c'est l'unique lien, hein. C'est pareil, on est un tout, on est avec notre vie personnelle aussi bien que professionnelle. Donc,
nous, en tant que médecins du travail, on essaye de faire un petit peu la part des choses. Déjà, quand il y a une dépression, il faut que les gens se soignent. Hein, ça, il n'y a pas de solution. Ça relève d'un traitement médical, d'un accompagnement souvent psychologique. Et ensuite, par rapport au travail, nous, on va faire l'étude, on va essayer d'analyser en fait les facteurs du travail qui vont pouvoir conduire les salariés à développer des symptômes et à être sujet à la dépression. C'est-à-dire, on va rechercher tous les facteurs de risque psychosociaux. Hein, c'est tout ce qu'on dit sur voilà, l'organisation du travail, le soutien qu'il peut avoir, la charge de travail, les relais, la prise en compte de difficultés, etc. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les conditions voilà, d'exercice de l'activité. Là, pour ce monsieur, ce qui était illustré dans le reportage, c'était ce qui était mis en avant pour lui, c'est la difficulté des déplacements. Après, toute la délicate mesure à prendre, c'est justement sur la définition du poste, parce que le monsieur dit bien que à son entrée dans l'entreprise, il avait une clause de mobilité et on lui a dit qu'il pouvait être amené à se déplacer. Mais après, c'est vraiment définir c'est quoi un déplacement, c'est combien de temps, etc. Et voilà, c'est en ça que va être la difficulté et que nous, en tant que médecins du travail, on va pouvoir parfois intervenir ou pas. Voilà, parce que si effectivement, voilà, c'est un poste où il faut se déplacer et que le monsieur ne peut plus se déplacer, forcément, ça pose question sur le caractère initial, en fait, comment lui a été présenté le poste de travail et comment est-ce que nous, on va pouvoir faire en sorte que tout ceci n'impacte pas trop sa santé. Merci beaucoup, docteur Magali Kless. Je vais répondre à la question de Carole Ambrosio dans le chat, qui dit qu'il est compliqué que la situation des collaborateurs qui ont fait part de leurs difficultés personnelles à leur hiérarchie, c'est difficile après de mettre en avant un burn-out. Je vous rejoins tout à fait, Carole, et je rebalance tout de suite sur la notion juridique que j'ai évoquée brièvement avec Magali, à savoir cette fameuse notion de lien de causalité. C'est-à-dire que pour que le burn-out soit déjà le burn-out, c'est une maladie professionnelle qui doit être catégorisée comme telle. C'est pas une notion, je dirais, à l'emporte-pièce. Je me permets de vous le dire parce que souvent au cabinet, quand j'entends parler de burn-out, j'entends aussi parler de N+1, de N+2, de manager ou de collègues pervers narcissiques. Donc, c'est pas une notion psychologisante, le burn-out, c'est une vraie pathologie. Et comme on l'a vu dans le reportage, qui crée un vrai désinvestissement et un craquage en termes de surcharge de travail et aussi sur la vie personnelle. Maintenant, pour répondre à votre réponse, Carole, oui, c'est extrêmement compliqué. Et là, véritablement, c'est tout le travail de l'avocat de dénouer tout ça. Évidemment, quand on parle de burn-out, l'employeur dira « Ah ben non, sauf à ce que le médecin du travail l'établit comme tel et qu'il y a un taux d'incapacité tel qu'effectivement, on est dans le cadre du burn-out. » Mais là, on y reviendra plus en amont un peu plus tard. Mais en tout cas, le rôle de l'avocat, c'est effectivement de poser ce fameux lien de causalité, de dire est-ce que la personne était dépressive avant? Dans ce cas-là, il y a une antériorité et ce sera difficile de mettre en avant pour le conseil juridique la partie burn-out. Par contre, si la personne n'avait pas de pathologie particulière, ni de difficultés apparentes, c'est-à-dire qu'évidemment, si au sein de l'entreprise, vous dites « je suis en train de divorcer, de me séparer, je viens de perdre mon père, je suis en train de gérer une succession difficile, je suis aidant familial, etc. » Eh bien, malheureusement, souvent, l'employeur s'empare de la situation personnelle pour dire « bon, mais il ne faut pas exagérer, la période que traverse X ou Y, elle n'est pas due à une surcharge de travail, elle est due à un contexte personnel. » Donc là, c'est véritablement tout le travail de l'avocat. Ce qu'il faut faire, Carole, c'est effectivement, il faut démêler le bon grain de livret, je dirais, et revenir à ce que disait le docteur Magali Kless, à savoir, c'est plurifactoriel, il faut analyser tous les facteurs qui sont rentrés en compte dans ce que la personne exprime et en disant, je vis un burn-out. Et ce burn-out qui n'est pas juste une dépression liée à un contexte personnel. Je vais tout de suite poser la question à Anne Trester et à Mania Gadiawara. Est-ce que les personnes que vous rencontrez en tant que coach assistante sociale, je vous pose la même question à toutes les deux, est-ce que c'est des personnes qui arrivent trop tard, qui arrivent alors qu'elles sont cramées,
brûlés de l'intérieur, ou alors est-ce que vous avez aussi des personnes qui sentent la vague, la lame de fond arriver et font appel à vos services? Anne, je vous laisse la parole. Merci. Alors, moi, en fait, les gens que je vois, en fait, il y a un petit peu de tout. Moi, les gens que j'accompagne peuvent être, enfin, les situations de burn-out, j'en vis pas énormément au quotidien. Les gens que j'accompagne sont des gens qui ont des difficultés, des problématiques à résoudre dans le cadre de leur travail. Ça peut toucher à quel est leur projet, à essayer d'y voir plus clair. Ça peut toucher aussi à des problématiques relationnelles en entreprise. Donc, cette souffrance au travail, pour reprendre l'intitulé, ça, je l'entends. Par rapport au film qu'on a vu, c'est sûr que moi, j'ai quelques cas très… Voilà, mais ce n'est pas le gros des gens que je rencontre. J'ai effectivement souvenir d'une personne que j'accompagnais, qui était d'ailleurs DRH. Et donc, on peut imaginer qu'une DRH est plus, plus sensibilisée à toutes ces problématiques-là. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en dépression, burn-out, en tout cas, voilà. Et au moment où la personne se retrouve dans cette situation-là, je dirais que c'était pas vraiment c'était quelqu'un avec qui j'étais en contact. Et effectivement, j'ai vu cette personne ne pas voir. C'est-à-dire qu'une des grandes difficultés pour moi, c'est effectivement comment la personne peut à un moment donné faire ce pas de côté qui lui permet un peu d'y voir un peu plus clair dans ses difficultés. Parce que dans l'exemple qu'on voit là, on voit bien qu'il y a une espèce de dynamique qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'isolement, le fait de quitter son cocon personnel. C'est une situation au départ temporaire qui se met à durer. Donc j'ai envie de dire, peu importe le contrat initial, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, entre une organisation qui avait des exigences et quelqu'un qui était prêt à en prendre sa part, et ben à un moment donné, il n'y a plus du tout de dialogue possible. Et pour moi, c'est ça qui est souvent déclencheur. Et dans l'exemple que j'évoque là de cette DRH, c'est vraiment quelqu'un qui est parti en burn-out à partir du moment où il n'y avait plus aucun dialogue possible. C'est-à-dire, c'est comme si, à un moment donné, tant qu'il y a un ajustement qui tient jusqu'à un certain point. Alors, je ne dis pas que c'est le… Voilà, mais moi, ce manque de dialogue, pour moi, oui, bien sûr qu'il est au-delà des aspects juridiques. Cette incapacité de l'organisation à prendre en compte les contraintes de leurs salariés, pour moi, elle est une question. Parce que effectivement, il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des problématiques d'épuisement professionnel. Il y a aussi ce que vous évoquiez, Judith. Là, on est dans l'exemple du burn-out. Mais moi, ce que je vois, et là, pardon de réagir là-dessus, je vois énormément de gens désengagés, qui est encore une autre problématique. Merci beaucoup, Anne. Je retiens de ce que vous dites qui est extrêmement pertinent et que je pointe aussi du doigt dans les dossiers. C'est quand il y a la rupture du dialogue, alors là, effectivement, il y a un glissement d'un état de malaise ou d'anxiété vers un burn-out. Effectivement, je pense aussi que vraiment la frontière, elle se situe quand le dialogue est fermé. Maniaga, vous partagez le constat de Anne sur ce glissement au moment de la rupture du dialogue? On ne vous entend pas, il faudra remettre votre micro. C'est bon, vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, effectivement, je partage complètement le constat qui vient d'être fait. Au niveau du service social, c'est vrai que lorsqu'il en existe un dans l'entreprise et qu'il est bien identifié, on arrive à recevoir les salariés finalement assez en amont, puisqu'ils viennent chercher de l'écoute. Donc, on offre cet espace d'écoute où ils vont pouvoir se livrer. Et là, le gros travail qu'il va y avoir à faire pour l'assistant social, ça va être de lui permettre de conscientiser sa situation, c'est-à-dire de sortir du ressenti et de l'amener à objectiver en fait son vécu professionnel, c'est-à-dire de s'appuyer sur des éléments factuels, objectifs, de partir effectivement, comme ça a été dit, des manquements, souvent au niveau de l'organisation du travail, et aussi de regarder parfois du côté de techniques de management qui ont été mises en place et qui vont faire sombrer justement petit à petit la personne.
Merci beaucoup Maniaga, merci beaucoup à toutes les trois. Donc certes c'était une large introduction, mais le sujet le mérite parce qu'il fallait voilà donner des contours. Et là on les a donnés, je vous en remercie. Pour entrer donc encore plus en amont dans le sujet, si vous voulez bien, on va décorréler nos interventions respectives en deux parties. Je vais d'abord aborder l'aspect burn-out, rappeler sa définition juridique, comment est-ce que ça se passe au sein de l'entreprise, quelles sont les responsabilités de l'employeur avec une très courte présentation, et je ferai rebondir nos intervenantes sur les slides les plus impactants, on va dire. Alors, donc, il faut savoir qu'il y a 10 000 accidents du travail en France liés aux troubles psychosociaux par an, 300 milliards d'euros sur le coût estimé du stress d'origine professionnelle en France. Donc, c'est un coût pour la société qui est juste énorme. 7 à 16% des gens se disent victimes de harcèlement sexuel, moral au travail et osent résoudre le problème en interne en le reportant aux ressources humaines ou à un supérieur hiérarchique. Mais c'est très, très peu. 18% des salariés français affirment avoir été victimes d'un burn-out. Alors, le burn-out s'inscrit dans ce qu'on appelle communément les risques psychosociaux. Et je rappelle très rapidement la définition des risques psychosociaux que je pense tous autant que vous êtes participants de ce webinaire, vous connaissez. Les risques psychosociaux se trouvent à la jonction de l'individu et de sa situation au travail. Plusieurs types de risques sont à distinguer. Vous avez d'abord le stress, dont on parle aujourd'hui, qui provient du sentiment, par exemple, de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées. Les violences internes commises par les travailleurs, conflits majeurs, harcèlement moral ou sexuel, et conflits externes exercés par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés. Alors, quel est l'impact donc sur la santé du salarié et sur l'entreprise? L'entreprise, elle est également touchée par l'apparition de ces risques psychosociaux ou des salariés qui seraient en burn-out, puisqu'il y a plusieurs effets qui sont observés, d'où l'importance de traiter ce sujet à bras-le-corps, une augmentation de l'absentéisme, évidemment, avec l'issue quasi automatique, et ça, j'en parlerai avec le docteur Magali Claes, de « je suis en burn-out, donc je me mets en arrêt maladie ». Donc, un taux élevé de rotation du personnel, le non-respect des horaires, des exigences de qualité, des problèmes de discipline, productivité, des accidents du travail et, plus grave, une dégradation du climat social ou même pour l'entreprise, une atteinte, ce qu'on appelle réputationnelle, une atteinte à l'image de l'entreprise. Et pour la personne elle-même, pour le salarié, eh bien, il y a des incidences, des troubles musculo-squelettiques, cardiovasculaires, comportementaux. Là, voilà, on a parlé de dépression, d'épisodes dépressifs, des troubles anxieux, et même parfois, le burn-out peut amener chez les salariés qui le traversent à, générer parfois des maladies chroniques qui se révèlent à l'occasion de ce burn-out. Mais là, j'en reparlerai avec le docteur Magali Claes. Le burn-out, c'est ce qu'on appelle, on va dire, de manière large, le drame de l'insuffisance personnelle. C'est-à-dire la personne n'en fait jamais assez. D'où l'épuisement professionnel qui a été diagnostiqué, qui a été classé en tant que diagnostic médical par l'OMS, pouvant affecter la santé physique et mentale. Donc, en général, il y a trois critères cumulatifs dans le burn-out. C'est un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement, un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail, puis une perte d'efficacité professionnelle. Ça touche majoritairement des gens qui sont extrêmement impliqués, comme le disait Magali Claes, dans leur travail, qui sont très consciencieux. C'est pour ça que quand ils passent de la posture du salarié extrêmement consciencieux à celui qui lâche prise, alors ça se voit, ce qui ne se voit pas forcément pour des gens qui sont moins investis dans leur travail. En conséquence, un salarié victime d'un épuisement professionnel ne saura pas nécessairement comment réagir et remédier à la situation et pourrait, comme l'a pointé avec le mot juste Anne Trester, pourrait se sentir abandonné par son employeur parce que précisément, il y a des malentendus, des incompréhensions ou tout simplement une rupture du dialogue à ce moment-là, d'où ce sentiment d'abandon. Alors, il faut savoir que l'employeur, il a ce qu'on appelle une obligation de sécurité de résultats concernant les risques psychosociaux de manière générale et aussi donc ce qu'on appelle le burn-out. Vous aurez l'occasion de lire plus en amont, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire un grand cours de droit, c'est l'article L 5121-1 du Code du travail
Qu'est-ce que ça veut dire une obligation de sécurité du résultat? Et je fais un petit arrêt sur image de la présentation, c'est-à-dire que l'employeur ne peut échapper à sa responsabilité en la matière. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un document unique, le document unique d'évaluation sur ces sujets-là, dont nous parlera aussi Magali Claes, qui permet à l'employeur d'avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe dans son entreprise et comment il a remédié aux problèmes qui se posent à lui. Et donc, en général, ce document unique d'évaluation protège l'employeur puisque l'employeur dit, eh bien, moi, j'ai respecté mes obligations de sécurité de résultat. À savoir qu'en droit, et j'en aurai terminé avec cette partie-là, vous avez une différence entre l'obligation de sécurité de moyens, c'est-à-dire que l'employeur doit faire tout ce qu'il peut, mais si une problématique arrive, il peut se décharger en quelque sorte en disant « j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je ne suis pas responsable de la situation à risque ». Par contre, l'obligation de sécurité de résultat, cette obligation-là empêche l'employeur de se défausser. Sauf, comme je l'ai dit, à établir que le lien de causalité entre le burn-out prétendu, on va dire, du salarié n'est pas dû à des causes professionnelles. Voilà. Ce qui veut dire que l'obligation de l'employeur est entière et que malheureusement, sa seule manière de s'abstraire de sa responsabilité, qui est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il n'est obligation pas à 90%, pas à 99%, mais à 100%, c'est de dire les problématiques que rencontre le salarié ne sont pas d'ordre professionnel, puisque moi j'ai fait tout ce qu'il fallait en interne, mais elles sont d'ordre personnel. C'est pour ça que le burn-out est très très durement ressenti, parce que l'arme fatale, je dirais, de l'employeur, c'est d'attaquer, c'est d'aller sur le terrain de la vie personnelle pour se dégager de cette fameuse obligation de sécurité de résultat. Que faire? Alors là, et j'en aurai terminé et je vais redonner tout de suite la parole à mes intervenants. Il y a d'abord alerter l'employeur. Donc, si le salarié victime se sent victime d'un burn-out, en tout cas qu'il subit un burn-out, il doit évidemment alerter son employeur ainsi que les institutions représentatives du personnel. Ensuite, il doit en informer la médecine du travail. Le salarié peut solliciter une visite auprès de la médecine du travail, où c'est l'employeur qui se rend compte de la situation et qui dit au salarié « allez voir la médecine du travail ». Et c'est là que je fais un arrêt et je vais tout de suite passer la parole au docteur Magali Claes. J'aimerais que vous nous expliquiez concrètement, Magali, comment ça se passe quand une situation de burn-out est identifiée en interne. Est-ce que la majorité des cas, c'est les salariés eux-mêmes qui viennent vous voir spontanément ou c'est l'employeur qui a identifié une situation à risque et qui dit aux salariés de venir vous voir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire, ce cheminement qu'il parte de l'employeur ou du salarié? Alors, les deux. Donc, effectivement, nous, quand même très souvent, au cours des visites médicales où les salariés nous sollicitent pour nous expliquer qu'ils sont en difficulté au travail. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui me dérange depuis le départ, mais parce que je dois être formatée, c'est que pour moi, un burn-out, c'est forcément d'origine professionnelle. Il peut y avoir des pressions qui ont effectivement une origine personnelle ou une origine professionnelle, ou les deux. Ce n'est pas parce qu'on est en plein divorce qu'on ne peut pas être victime de surcharge de travail. Voilà. Donc, nous, en tant que médecin du travail, où on va avoir accès à des informations personnelles, enfin ce que les salariés veulent bien nous transmettre, et on a aussi accès à la sphère professionnelle, où là, par le biais de l'évaluation des risques psychosociaux, vous parliez du document unique d'évaluation des risques. Donc là, nous, on peut aider l'entreprise à identifier les facteurs de risques psychosociaux. Donc ensuite, c'est pas parce que les facteurs ont été identifiés qu'il y a forcément des solutions très simples à mettre en place. Pour un des facteurs de risque, ça va être par exemple pour les soignants, d'être en contact avec des malades. Voilà, c'est sûr que ça fait partie des facteurs de risque psychosociaux qu'on ne peut pas éliminer. Donc c'est quel levier on va mettre en place pour faciliter et aider les salariés au quotidien à être face à ce facteur de risque psychosocial. Voilà.
Comment est-ce que Donc, ça se passe? Excusez-moi de vous interrompre. Comment ça se passe un rendez-vous avec le médecin du travail? je pense que ça dépend des médecins du travail, mais Comment voilà, vous en l'abordez? général, Comment je vous vais vous dire abordez cette pourquoi. question-là? Voilà. Moi, souvent, quand c'est un salarié qui vient en visite médicale, ben, je lui demande tout simplement pourquoi est-ce qu'il vient me voir. Donc voilà, souvent le dialogue, du coup, les gens ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Donc ils vont m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, comment ça se manifeste, et pour eux, quel est le problème. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer justement de mettre en perspective les symptômes ou les difficultés que va ressentir le salarié avec des choses plus objectif, factuel, recentré sur le travail, pour dire, mais et voilà, bah ça, effectivement, dans l'organisation, c'est quelque chose qui pourrait être difficile pour vous. Si vous êtes interrompu tout le temps au téléphone quand vous faites une tâche, effectivement, donc est-ce que ce serait pas possible de bloquer le téléphone pendant que vous avez besoin de faire une tâche qui est qui demande beaucoup de concentration? Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais voilà, donc moi je vais essayer de faire la part des choses en fait entre déjà sur le plan médical, est-ce que ce salarié relève de soins? S'il est en dépression, il va falloir qu'il se soigne, voilà. Et parfois les gens justement quand ils sont en burn-out, ils sont ils sont très investis, très noyés par le travail, et parfois c'est nous, médecins du travail, qui leur disons, écoutez là non, c'est plus possible, il faut stop. Donc vous parliez de l'arrêt de maladie, parfois c'est nécessaire. Et dans le cas de burn-out, c'est très souvent un passage incontournable pour que les gens puissent se séparer du travail et prendre de la distance et refaire le point. Parce que sinon, ils sont noyés. C'est un cercle infernal qui fait que, de toute façon, ils ne pourront pas s'en sortir. Et on sait que les conséquences peuvent être graves. Hein. On parle de suicides, de choses comme ça. Donc, effectivement, donc nous, on va interroger là-dessus et on interroge le travail. Donc, vous disiez aussi, parfois, la visite peut être demandée par un employeur, parce qu'effectivement, quand un salarié fait état de difficultés au travail, qu'il est en souffrance, et l'employeur ne va pas investiguer, et normalement, on n'a pas à investiguer sur le plan personnel. Alors, les gens se confient très souvent à leur employeur en disant, effectivement, là, je divorce, j'ai perdu ma mère, voilà. Mais pour autant, c'est pas ça qui peut suffire enfin, souvent, comme on dit, hein, c'est multifactoriel, donc ça peut les rendre un petit peu plus fragiles, en fait, un petit peu plus sensibles à des organisations qui peuvent être délétères pour la santé. Et donc, quand soi-même, on est déjà affecté par d'autres événements de la vie, forcément, on est peut-être plus sensible et moins patient et moins à même de pouvoir supporter ces difficultés-là. Donc, nous, en tant que médecins du travail, on va pouvoir aider l'employeur aussi à identifier les facteurs qui peuvent être à l'origine. Et du coup, ça peut être justement source de dialogue avec l'employeur, sous couvert du secret médical, bien évidemment. On ne va pas raconter la vie des salariés à l'employeur. Voilà. Par contre, excusez-moi de vous arrêter, Magali. Ça, c'est très important ce que vous dites, extrêmement important, oui. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir au cabinet qui me disent, j'ai parlé au médecin du travail et je suis sûre que le médecin du travail, du style, le médecin du travail est trop lié à l'employeur. Alors, nous sommes médecins et nous sommes tenus au secret médical. Donc, bien évidemment, tout ce que les salariés vont dire dans notre cabinet reste dans notre cabinet. Après, je vous entends très mal au niveau du son. Alors, on va... je ne sais pas si c'est mieux. Moi, il n'y a rien changé. Non. C'est pas mieux. Non. Je ne sais pas. Magali, essayez d'allumer et d'éteindre votre micro. Peut-être éteignez, voilà. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Alors, juste peut-être pendant que peut-être si vous pouvez régler ce petit souci, je vais passer la parole. On ne vous entend pas. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Anne Trester pendant que Magali peut-être essaye de régler le petit problème de son. Anne, en tant que coach, quand vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui sont, on va dire, aux prémices du burn-out, ils sentent que ça va arriver, mais ils n'y sont pas tout à fait.
quels sont les outils, vous, en tant que coach, que vous pouvez déployer pour les accompagner? Et ma deuxième question, c'est, est-ce que quand on a cette sensation qu'on est dans un burn-out, est-ce qu'in fine, la seule solution à proposer, je dirais, en tant que coach, c'est de faire une sorte de retour sur soi et de sortir de cette entreprise? C'est-à-dire, c'est la manifestation d'un désir de partir, quoi, de quitter l'entreprise et d'aller se renouveler ailleurs. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Magali sur le fait que le burn-out, pour moi, c'est une maladie du travail, clairement. C'est une maladie même de la relation qu'on peut avoir au travail. Par rapport aux outils, une fois de plus, en fait, j'ai l'impression, et pardon, je vais prendre un peu de recul si vous permettez. Bien sûr que le burn-out, c'est l'extrême. Je ne sais pas, j'ai regardé moi aussi un peu les chiffres. Voilà, on parle de 100 000 personnes touchées en France, etc. J'ai envie de dire que le burn-out, c'est un peu quelque chose qui plane au-dessus de tout le monde, mais on peut très bien avoir des personnes en souffrance sans que moi, en tant que coach, on a tous un peu l'inquiétude du burn-out, mais effectivement, voilà, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va faire qu'une personne va aller en burn-out. Moi, je ne suis pas médecin déjà. Et deuxièmement, je ne sais même pas, ça Magali pourrait nous le dire, ou Valérie aussi, mais est-ce qu'on peut, en tout cas, on sait qu'il y a des conditions qui mènent au burn-out. Et par rapport à ça, moi, le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est sûr que quand, par exemple, une personne vient faire une démarche de réflexion sur son positionnement professionnel, d'accord ? Moi, j'ai bâti un petit questionnaire. D'ailleurs, en préparant notre présentation, c'est un questionnaire qui est assez intéressant parce que ça permet en fait de faire un peu un tour d'horizon de comment la personne se sent dans son travail. Donc d'abord, on explore comment ça va au travail de manière extrêmement générale et déjà là, on a des premiers retours. Mais ensuite, on va aller creuser de manière plus précise. Et ça, j'ai envie de vous dire, Judith, c'est mon premier outil. C'est-à-dire, on a un questionnaire qui est comment ça se passe avec vos responsables, comment ça se passe avec vos collègues, qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail aujourd'hui, de quoi vous auriez besoin pour vous sentir bien au travail. Donc, en fait, cette exploration-là, et je l'ai mis dans le petit support que je vous ai préparé parce que, en fait, par des questions très simples, on parle du travail. Et le fait de parler du travail, je crois que pourquoi je considère que c'est un outil, c'est que je ne fais pas ça, moi, pour poser un diagnostic. D'abord, une fois de plus, je ne suis pas médecin, mais parce que moi, ça va me permettre de mieux connaître la personne, son environnement, les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi ce qu'elle aime faire. Dieu merci, il n'y a pas que des choses difficiles. Dans le burn-out, vous avez des gens qui peuvent être jusqu'au dernier moment passionnés par ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a comme ça un espèce… Enfin, pour moi, le burn-out, c'est ce que j'appelle… c'est brûler de l'intérieur. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un a utilisé toutes ses forces, toutes ses ressources même psychiques, et qu'à un moment donné, il y a un tel épuisement et il n'y a tellement pas de lieu de ressourcement. C'est-à-dire qu'en fait, tant que la personne, elle peut se ressourcer, tant qu'elle a un équilibre, tant qu'elle est capable de se déconnecter, c'est-à-dire qu'à 18h, elle est capable de dire « c'est bon, il m'en reste plein à faire, mais ça suffit pour aujourd'hui. Rome ne s'est pas fait en un jour. J'ai autre chose à faire », j'ai envie de vous dire, la surcharge de travail, elle va s'en plaindre. Mais moi, j'ai des gens qui se plaignent de la surcharge de travail. Et là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, pardon, sur tout ce qui amène aujourd'hui les entreprises, parce que pour moi, vraiment, la souffrance au travail aujourd'hui, c'est une lame de fond et qui est liée profondément à l'organisation des entreprises actuelles. Et je ne vais pas du tout aller sur ce terrain-là, mais c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut sensibiliser énormément les dirigeants, les managers, toutes les personnes, les RH, toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, dans le monde du travail, en fait, contribuent au bien-être et à la possibilité de chacun d'être traité et de considérer les autres aussi comme un être humain, tout simplement. Un être humain, comme je leur dis parfois, l'ordinateur, vous l'éteignez, vous le rallumez. OK. Un être humain, c'est pas comme ça. Un être humain, il a des moments, voilà, il a des moments de bonheur, il a des moments de souffrance, il a des moments de fatigue. Et de même que le soleil se lève tous les matins, si on laisse quelqu'un récupérer, il va récupérer. Mais s'il ne peut pas récupérer, il y a un vrai problème. Donc moi, j'ai envie de dire, mon premier outil en tant que coach, et vraiment, ce n'est pas que lié au burn-out,
ça va être d'interroger la personne et le fait qu'elle réponde à ces questions-là, ça peut être, un peu comme ça a été évoqué, une manière déjà de prendre conscience. C'est-à-dire, ah tiens, oui, c'est vrai, dans quel esprit je vais au travail? Et en fait, par exemple, je me permets, Anne, de vous couper une toute petite seconde. Pardon, oui, je suis un peu... Vraiment, non, pas du tout, au contraire, vraiment, pour inviter justement nos intervenants à télécharger dans l'onglet les fichiers votre présentation et à être sur ce 4e ou 5e slide sur les 7 questions que vous posez, qui peut être très intéressante. Et j'imagine, Anne, que les assistants sociaux, mais Maniaga nous dira si elle pose peu ou prou ces questions-là. Je pense que ces questions-là, vous pouvez tout à fait les intégrer. Elles sont courtes, elles sont synthétiques et elles ouvrent la possibilité d'un dialogue avec le professionnel. Voilà, je voulais pas vous couper, Anne, mais c'était pour vraiment donner un support pratique à nos participants. Je vous laisse poursuivre. Voilà, non, mais ce questionnement-là, je pense qu'on va tous se rejoindre dessus. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, on donne la parole à la personne, comment ça va. Ensuite, on essaye un peu de creuser tout ce qui est lié à l'environnement relationnel. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, mais par exemple, la solitude au travail. C'est-à-dire le fait que les gens ont des collègues, mais que face à leurs responsabilités, ils sont tout seuls. Vous avez des organisations qui vont permettre cette solidarité-là. Et vous avez des organisations dans lesquelles, même si on invite à coopérer, le système est tellement orienté vers une efficacité et une évaluation personnelle qu'en fait, les gens sont tout seuls au bout du bout. Et ça génère une forme de souffrance qui, j'ai envie de dire, il y a 50 ans, n'existait pas. Donc, ce qui fait aujourd'hui, je pense qu'on a plus de burn-out, en tout cas plus de risques de burn-out, c'est qu'il y a un certain nombre de matelas. Et pourtant, en France, on n'est pas un pays dans lequel il n'y a pas de protection, hein, attention. Mais il y a des matelas qui étaient des matelas relationnels, de solidarité, ne serait-ce que relationnels, qui aujourd'hui, par exemple, sont en train de disparaître. Et ça, par exemple, c'est ce que ce questionnaire va permettre un peu de creuser. Il va aussi permettre d'aller regarder dans les changements. Donc là, on va vraiment s'attaquer à l'organisation. Et en fait, ça va permettre à la personne de prendre du recul. Elle n'est plus au cœur du sujet. Elle est un des acteurs d'un système. Et je pense, moi, que ça, c'est fondamental pour entamer une prise de conscience et surtout retrouver un peu des marges de manœuvre. Parce que sinon, on a tous vécu des moments d'épuisement. C'est vraiment pas les moments dans lesquels on voit clair, quoi. Anne, merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas, voilà un premier… On reviendra sur la deuxième juste après, voilà. Mais je vais donner la parole à Maniaga sur comment est-ce que vous abordez cette question du burn-out en tant qu'assistante sociale et quels sont les outils que vous proposez aux personnes que vous rencontrez de manière très, très pratique. On ne vous entend pas. Pardon. Vous m'entendez? Oui. Donc, ma manière, effectivement, d'intervenir, c'est d'offrir un espace d'écoute à la personne pour lui permettre de libérer sa parole, de rappeler le fait que je suis soumise au secret professionnel et c'est important parce que les assistantes sociales, je pense, le vivent au quotidien quand elles rencontrent des personnes qui sont en souffrance au travail et qui ont besoin d'échanger sur ce qu'ils vivent avec un manager ou autre, de s'assurer que ce qui va être dit à ce moment-là va rester dans le cadre du bureau. Je me permets de vous interrompre, Maniaga, pour dire l'importance de ce que vous êtes en train de dire, oui. Parce que Jean-Thomas nous dit effectivement dans le chat que le médecin du travail, par essence et déontologiquement, loin de moi l'idée de jeter l'opprobre ou le doute sur la neutralité du médecin du travail. Je me permettais juste simplement, Jean-Thomas, de dire que parfois, les salariés ont l'impression que le médecin du travail a parlé à l'employeur. Je rappelle ce que vient de dire Maniaga et ce qu'a dit aussi le docteur Kless, à savoir que la profession d'assistante sociale ou la profession de médecin du travail et aussi celle de l'avocat est couverte absolument par le secret professionnel ou le secret médical pour le médecin. Et c'est donc que la personne peut s'exprimer sans contrainte. Et ce que vous dites, Maniaga, est très important. Moi, souvent aussi, je le rappelle aux personnes qui même viennent voir un avocat, qui savent pourtant qu'ils sont dans, qui peuvent être en confiance, je leur rappelle qu'ils peuvent être tout à fait libres de dire tout ce qu'ils ont à dire, tout à fait transparente parce que tout est couvert par le secret professionnel. Donc, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais c'était important, donc je voulais le souligner.
Complètement. Donc, les outils qui vont être utilisés, ça ressemble beaucoup à ce que Anne a présenté, effectivement. Ça va être de faciliter justement la libération de la parole à travers des questions qui vont orienter la personne, parce que quand elle arrive dans le bureau, elle est souvent en proie aux émotions. Elle est en proie au ressenti et voilà, il y a une logorée qui se met en place. Ça part dans beaucoup de directions. Ça va être de recentrer un petit peu les propos et d'essayer d'en faire sortir des éléments vraiment qui vont être importants, parce que non seulement ils vont permettre effectivement la compréhension pour le salarié, et c'est important qu'il se situe et qu'il comprenne ce qui vient de lui arriver. Et puis, c'est aussi peut-être des éléments sur lesquels il va pouvoir s'appuyer par la suite si les choses doivent aller plus loin au niveau d'instances plus juridiques ou autres. Et c'est important aussi de comprendre ce rapport au travail. Ça a aussi été expliqué, enfin, en tout cas abordé par Anne, le rapport au travail, parce que justement, il va permettre à la personne aussi, encore une fois, de se situer, de comprendre ses limites et de ne pas, par la suite, se retrouver encore de nouveau pris dans une spirale où il va reproduire la même chose. Vers quel professionnel, excusez-moi, pour être précise, vers quel service vous orientez les salariés qui viennent vous voir? Est-ce que vous leur dites, Maniaga, allez voir tout de suite le médecin du travail, ou est-ce que vous leur dites plutôt, ah non, allez voir les instances représentatives du personnel, ou allez voir votre DRH, ou parlez-en à votre N+1, vers qui vous orientez? Vous conseillez en tout cas de... Voilà, ça va vraiment dépendre de l'entretien qui est réalisé et de l'évaluation qui va en découler. Ça va être quand le salarié est vraiment dans une situation où on sent mal-être, en pleurs, et où par exemple il nous explique que il se sent pas de retourner au travail. Oui, effectivement, on va l'encourager. Je vais l'encourager à se rendre chez le médecin du travail, de voir son médecin traitant. Et voilà, surtout de se préserver dans un premier temps. Après, si le salarié, on peut aussi penser, dans certains cas, qu'il est en souffrance. Donc, effectivement, il va y avoir une orientation qui va être plus là sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique et de le mettre parfois en relation avec des acteurs de la pathologie professionnelle. Ça peut être aussi des orientations qui sont faites. Après, le salarié, il a parfois besoin d'éléments au niveau de ses droits de salarié par rapport à ce qu'il a vécu au travail, ce qu'il vit au travail, de s'assurer du bon droit, on va dire, de l'employeur. Donc, on a parfois certains éléments à lui transmettre, mais il peut aussi s'en assurer effectivement auprès des instances représentatives du personnel. Merci beaucoup, Maniaga. Donc, vous venez de démontrer que, voilà, vous êtes, en tant qu'assistant social, il y a un vrai rôle, évidemment, dans toutes les parties de la vie du salarié, mais en termes d'orientation qui est extrêmement important, en fonction de ce que vous êtes arrivé à cibler de la problématique du salarié et de l'espace-temps dans lequel il se situe. Est-ce qu'il est au prémisse du burn-out? Est-ce qu'il est vraiment en burn-out ou pas? Bon, bref, et savoir si c'est vraiment un burn-out ou pas, de savoir vers quel professionnel engager. Docteur Magali Claes, si votre son est revenu, il y a une problématique aussi que je vois soulever très souvent dans les dossiers, à savoir, comme disait Maniaga, qui parfois va proposer aux salariés d'aller d'abord voir leur médecin traitant. Et j'ai beaucoup de salariés qui me disent, ah oui, mais le médecin traitant, il m'a dit, il m'a fait un certificat comme quoi j'étais en burn-out, mais le médecin du travail refuse de me faire un certificat ciblant la même pathologie. Est-ce que, alors, je vous vois tiquer, mais en tout cas, c'est une critique. C'est un ressenti, on va dire, que je vois passer dans de nombreux dossiers. Comment est-ce que, on va dire, la vision du médecin traitant et la vision du médecin du travail peuvent s'harmoniser, ou alors, ou est-ce que si elles s'harmonisent pas, c'est comme ça, et chacun sa vision du salarié en quelque sorte. Alors, j'espère qu'on m'entend là.
et que c'est rentré dans l'ordre. Bon, parfait. Donc, nous, on prêche beaucoup en service les médecins du travail pour communiquer avec les médecins traitants. Par contre, on ne communique qu'avec l'accord du salarié. L'intérêt, nous, de notre posture, c'est que nous, on peut interroger le travail et on peut se rendre sur place et vraiment étudier les conditions de travail. Très souvent, les médecins traitants, eux, ils n'ont pas le retour de l'employeur. Voilà, nous, on va entendre un petit peu les uns et les autres parce qu'il y a parfois des situations, qui sont dramatiques. Beaucoup le sont, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois on a un salarié qui va nous expliquer une situation et quand on rencontre l'employeur, il va nous dire mais c'est le contraire en fait, voilà. Et donc avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi je dis toujours que en médecine du travail, on n'est pas là ni pour prendre parti, ni pour juger, mais on est là pour mettre en évidence des facteurs de risque, je le répète, des situations qui sont problématiques et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour que tout le monde s'y retrouve, aussi bien le salarié que l'entreprise. Parce que, effectivement, un salarié… Moi, je voulais aussi dire que le burn-out, effectivement, c'est reconnu depuis peu comme maladie professionnelle. C'est encore très, très frileux. Et c'est pour ça aussi que souvent, dans les certificats médicaux, il n'est pas parlé de burn-out, mais de dépression ou de troubles anxio-dépressifs, etc. Et c'est ça qui parfois peut être reconnu en maladie professionnelle. D'un autre côté, parfois la rupture est nécessaire avec l'entreprise. Mais je veux dire aussi qu'il y a des gens qui ont fait un burn-out et qui ont pu retourner au travail dans leur entreprise. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une volonté de chacun, et de l'entreprise et du salarié. Voilà. Parfois, il y a des situations qui ne le permettent pas, mais heureusement, parfois, c'est possible. Et on parlait de dialogue, les salariés parfois n'osent pas dialoguer avec leurs ressources humaines. Voilà, souvent nous on leur dit bah oui mais mon manager il veut pas et je m'entends pas avec lui et voilà. Mais je dis oui mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui peuvent être susceptibles de vous accompagner dans ces périodes-là. Donc il faut toujours qu'on puisse travailler ensemble. Et pour en revenir sur le médecin traitant, c'est bien que les médecins généralistes aussi communiquent avec nous, et que les psychiatres communiquent avec nous, parce que parfois c'est très compliqué. Nous, on fait des courriers, on demande un petit peu des avis, des choses comme ça, et on n'a pas de réponse. Donc moi je suis très… je suis très demandeuse. J'espère, en général, on essaye de communiquer, mais il faut savoir que ça passe toujours par l'intermédiaire du salarié. Il faut l'accord du salarié. Moi, je ne peux pas appeler un médecin généraliste pour, dans le dos du salarié. C'est pas quelque chose que déontologiquement j'ai le droit de faire. Voilà. Donc, il faut toujours qu'il soit impliqué. Après, quand on reçoit des salariés en burn-out aussi, c'est comme… Le travail en pluridisciplinarité est important. Là, dans le service de santé au travail où j'exerce, on a la chance de bénéficier du soutien d'une assistante sociale, enfin de plusieurs assistantes sociales, de psychologues du travail qui peuvent aussi recevoir parfois les salariés pour des situations individuelles qui nous permettent de les orienter, de questionner, d'accompagner, d'épauler pour un certain temps. Donc, c'est vrai que toute cette prise en charge multiple est souvent nécessaire dans la prise en charge d'un salarié. Et je ne sais plus si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vous avez rebondi sur aussi ce qui apparaît dans le chat, c'est la pluridisciplinarité, la coordination, le dialogue dont on parle depuis le début, très important. Donc, important de sortir, je m'excuse de mes propos qui peuvent paraître un peu pas très politiquement correct, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends au cabinet. Donc, je les relais. On est dans le cadre d'un webinaire où on parle de manière très pratico-pratique. Et ce qui émerge de ce que vous dites, Magali, qui me semble très important, et ce que malheureusement, je n'entends pas assez dans les dossiers que je traite, c'est que oui, le dialogue est possible entre le médecin du travail et le médecin traitant. Oui, il faut que les RH et le médecin du travail parlent ensemble. Il faut que tous ces services puissent dialoguer ensemble, justement, pour essayer de dégonfler une situation qui peut ne pas avoir pris trop d'ampleur à un certain stade. Je continue ma diapo
concernant le burn-out, alors, on s'était arrêté sur le que faire. Et donc, on a mis en avant le contact, donc le rapprochement vers la médecine du travail. Excusez-moi, je retrouve mon slide. Il arrive tout de suite. Voilà, que faire? Donc, évidemment, alerter l'employeur. Quand on dit alerter l'employeur, c'est tout simplement faire un mail dans lequel on met en copie son RH, son N+1, son N+2, les personnes qui sont officiellement, on va dire, dans la boucle. Il faut faire un mail avec un suivi, avec une demande d'accusé-réception. Et attention, à vous, assistants sociaux qui nous suivez, ou d'ailleurs d'autres professions, RH ou médecins du travail, mais en tout cas, les assistants sociaux ont plus, je dirais, de par leur mission, une sorte d'obligation d'orienter, en tout cas, de donner des conseils sur les postures adoptées ou sur les premières démarches à faire. Attention à ne pas démarrer tout de suite avec un recommandé. Un courrier recommandé, ça peut être extrêmement agressif d'emblée vis-à-vis de l'employeur. Encore une fois, sauf à ce qu'on soit dans un cas d'une particulière gravité et que le burn-out soit dû à une situation de harcèlement extrêmement forte, morale ou sexuelle au travail. Mais en dehors de ces cas de figure, un simple mail en mettant en boucle toutes les personnes concernées avec un suivi accusé de réception, ça suffit pour alerter au départ. Ça, c'est la première chose, c'est un mail. Le deuxième chose, c'est qu'il faut demander un rendez-vous. Pas simplement, évidemment, au médecin du travail, comme on l'a dit, mais il faut demander un rendez-vous avec les RH ou un rendez-vous avec son manager ou avec les personnes qui ont trait à la problématique de burn-out. Donc, comme on l'a dit, l'information sur la médecine du travail, le docteur Kless a été extrêmement précise dans ses explications. Si tout ça n'a pas abouti, eh bien, il faut savoir que le salarié a la possibilité de saisir l'inspection du travail pour lui faire part de sa situation. Et l'inspection du travail aura la possibilité de diligenter un contrôle afin de rendre compte des conditions de travail du salarié victime de burn-out. Alors là aussi, saisir l'inspection du travail, c'est vraiment le niveau, je dirais, plus, où on a, comme le disait Anne justement, on n'a rencontré aucun dialogue en interne. Il faut savoir que saisir l'inspection du travail, il faut être conscient de ça, c'est qu'on va direct vers un licenciement. Et là, en général, l'employeur, ça ne lui plaît pas trop. Et il est susceptible de sortir de derrière ses fagots des choses à vous reprocher pour faire un licenciement. Et ça, je l'ai vu dans de nombreux dossiers, parfois pour faute grave. Donc oui, saisir l'inspection du travail, mais vraiment en dernier recours. Et si et seulement si on n'a véritablement rien à se reprocher, on sait que l'employeur n'est pas susceptible de se retourner contre vous. Je vous repasse tout de suite la parole, docteur Kless, et après je la passerai à Anne et à Maniaga, sur la notion de maladie. Alors, je vous passe la parole tout de suite à vous en tant que médecin, parce que quand on parle de burn-out, on parle de maladie professionnelle. Ça, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas, les gens viennent me voir et me disent « je me sens burn-out », mais pour que le burn-out soit qualifié comme tel, il faut une incapacité permanente supérieure à 25%. Et j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi correspond cette fameuse incapacité et qui fixe cette incapacité. Et je poserai la question à Anne et à Maniaga, si les personnes qui viennent les voir et qui leur parlent de burn-out leur parlent comme une forme de symptôme ou véritablement de maladie qui a envahi, je dirais, toute leur vie, à la fois professionnelle et personnelle. Mais d'abord, docteur Magali Kless, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond ce fameux taux d'incapacité permanent supérieur à 25%, qui est le critère, l'alpha et l'oméga, pour qualifier sur le plan juridique et médical le burn-out? Alors, ce taux d'IPP, d'incapacité permanente, en fait, il est fixé par le médecin de conseil de l'assurance maladie. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une incapacité maladie, les séquelles de la maladie, qui soient très invalidants. 25% aux yeux de la sécurité sociale, c'est très important. Voilà. Donc ça, en fait, c'est quand on veut que le burn-out soit reconnu en maladie professionnelle, il faut que le salarié en fasse la demande auprès de l'assurance maladie. Comme j'ai vu vaguement sur votre diapositive, ça ne fait pas partie des maladies qui sont inscrites au tableau.
dans des tableaux où la reconnaissance va être automatique. C'est-à-dire qu'il va falloir que le salarié prouve que effectivement sa maladie est exclusivement en lien avec le travail. Voilà. Et donc tout ça, c'est effectivement très compliqué. Ces demandes-là, en fait, sont traitées par ce qu'on appelle le C2RMT, le Conseil régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est composé de médecins du travail, de médecins inspecteurs du travail, de médecins conseillers de l'assurance maladie, etc. Et c'est eux qui vont accorder ou pas la maladie professionnelle. Mais le taux d'IPP, oui, de 25%, c'est quelque chose qui est déterminé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Et il faut des pathologies très graves, voilà, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut entendre très rapidement, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que c'est une pathologie très grave, Magali? Ça va être une pathologie où un salarié va avoir besoin d'un traitement antidépresseur très lourd, a besoin d'hospitalisation, n'est plus capable de reprendre une vie sociale, personnelle, professionnelle. Voilà, ça va être ça. Il faut que les conséquences soient assez permanentes, en fait. C'est ça aussi, parce que c'est un taux d'incapacité permanente. Voilà. Alors, ce qui est très important… C'est pour ça que parfois, c'est compliqué. Oui. Je rebondis sur ce que vous venez de dire et je vous poserai tout de suite la question aussi que pose Maëva rapidement. Et là je vous parle en tant qu'avocate. Là où c'est très compliqué et là où je ne conseille pas à mes clients d'obtenir ce fameux taux d'incapacité égal ou supérieur à 25%, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, Magali, c'est qu'on parle de permanence. Ce qui fait que souvent, on parle d'invalidité. Et ce qui fait que, in fine, quand bien même ils reçoivent ça, il faut faire une sorte de calcul. Est-ce bien intéressant pour eux de rentrer dans cette catégorie professionnelle qui va obérer en général leur avenir professionnel, puisque ça va les empêcher de trouver un travail, soit à plein temps ou ce genre de choses. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que la rente qu'ils vont recevoir de la sécurité sociale est suffisamment intéressante pour mettre en stand-by, je dirais, la suite de leur avenir professionnel? Et ça, en tant qu'avocate, j'insiste beaucoup et je vous le dis à vous, participants du webinaire, il faut être extrêmement précautionneux. Il y a d'un côté le besoin pour les personnes qui ont vécu véritablement un burn-out de faire justice. C'est-à-dire que de dire, voilà, j'ai vécu un burn-out, je veux qu'on le dise, je veux que ce soit inscrit et je veux que ce soit reconnu, on va dire, par la société. Ok, ça c'est une partie. Mais attention à ne pas oublier les conséquences de cette inscription en tant que j'ai vécu un burn-out et c'est une maladie professionnelle et je veux recevoir à vie une rente de la CPAM. Eh bien, ça a beaucoup d'incidence. Donc là, c'est pour ça que là, je vais tout de suite passer la parole à Anne et à Maniaga. C'est qu'effectivement, quand les gens parlent de burn-out, ils parlent de maladie qui les a envahis en quelque sorte. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en tant qu'avocat. Et que, en fait, ils veulent que justice leur soit rendue en disant, oui, que l'employeur leur dise, oui, vous avez vraiment vécu un burn-out. Et force est de constater que c'est pas la solution. C'est pas vraiment la solution sur le plan médical. C'est pas non plus la solution sur le plan juridique ou judiciaire. Anne, est-ce que vous ressentez ce besoin chez les gens que vous rencontrez de voir l'employeur dire, oui, ce que vous avez vécu, vous l'avez vraiment vécu? Est-ce que c'est un besoin qui dépasse toute logique? Ou est-ce que vous arrivez à leur dire, mais non, regardez, pour vous, sur le plan personnel ou professionnel, c'est plus intéressant de rebondir, de sortir à l'amiable de l'entreprise, aller essayer de gérer, on va dire, personnellement ce problème de burn-out, plutôt que de le voir valorisé en tant que tel par l'employeur. J'espère avoir été assez claire, Anne, dans ma question. Écoutez, Judith, moi, je pense que, en fait, vous parlez de plusieurs choses là. Il y a est-ce que quand quelqu'un se sent dans une situation de souffrance et qu'il est en relation, et le travail, à part quelques personnes qui travaillent avec un ordinateur toute la journée, et encore, même eux, ils ont quand même des relations, à partir du moment où vous êtes en relation, je pense que c'est naturel, et j'ai envie de dire ça fait partie de la nature humaine, qu'il y a besoin, à un moment donné, que dans la relation, il y ait une reconnaissance. Après, est-ce que cette reconnaissance peut toujours avoir lieu? Pas toujours, loin de là. Parce que d'abord, vous pouvez avoir des perceptions différentes. Mais donc, j'ai envie de dire, oui, les réactions des personnes que j'accompagne
Bien sûr que parfois, il y a une volonté, un besoin de reconnaissance, je dirais. Mais le besoin de reconnaissance, pour moi, il n'a rien à voir avec le fait d'engager des actions en justice, etc. Parce que, en fait, ce besoin de reconnaissance, on l'a tous dans notre travail. Aujourd'hui, les salariés, quand vous leur demandez ce qui vous manque le plus dans votre travail, une des choses qui revient tout le temps, c'est j'ai besoin de reconnaissance. D'ailleurs, c'est intéressant, mais souvent, moi, les personnes qui me parlent de besoin de reconnaissance, quand on creuse un peu, il y a un besoin de sens. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce besoin de reconnaissance qui est finalement, j'attends quelque chose de l'autre, donc je suis dépendant. D'accord? Si l'autre ne veut pas me donner cette reconnaissance, qu'est-ce que je fais? Ce qui est intéressant dans le fait d'accompagner la personne à redevenir un peu plus acteur, c'est qu'il y a des choses que je peux demander et je peux moi-même à un moment donné savoir que je suis en droit de l'attendre, mais je peux aussi, moi, me mettre en capacité de me reconstruire. Et être trop en situation de dépendance, c'est-à-dire la situation et parfois les actions juridiques qu'on mène, etc., moi, je les conçois tout à fait et je les comprends. Parce qu'on sait bien qu'une action juridique peut avoir une valeur réparatrice d'un point de vue symbolique, tout simplement, voire financier, voire etc. Mais moi, pour vous parler du gros, enfin, vraiment des gens que j'accompagne souvent, enfin, vous le savez, on ne peut pas dire que j'envoie souvent des gens chez les avocats, sauf quand, à un moment donné, je sens que j'ai quelqu'un en face de moi qui est tellement perdu, un peu ce que vous disiez, qui est tellement perdu dans son ressenti, tellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, il faut qu'elle voie un avocat ou qu'il voit un avocat pour poser un cadre. Là, c'est simplement pour revenir à un cadre. Mais sinon, moi, dans les accompagnements, et j'ai vraiment envie de rebondir, moi, je serais ravie en tant que coach de pouvoir travailler avec des assistants sociaux, avec des assistants sociaux, avec des médecins du travail. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un manque de parole sur le travail. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai été longtemps salariée avant de me mettre à mon compte. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, vous avez un monde dans lequel tout le monde ne parle que de ça. Je peux vous dire qu'en termes de management, en termes de sociologie du travail, en termes de sociologie des organisations, tout le monde est conscient de ça. C'est-à-dire que c'est comme si on était arrivé à un stade, compte tenu de la façon dont le système fonctionne, que tout le monde sait qu'il faut remettre de la parole, tout le monde sait qu'il faut remettre de l'autonomie chez les salariés, tout le monde sait qu'il faut remettre de la coopération. Et en attendant, ça ne se fait pas. Il y a de la souffrance au milieu de tout ça. Donc moi, je serais par exemple, et je suis complètement d'accord pour dire qu'on ne sortira pas de ces problématiques-là de souffrance au travail, chacun dans notre coin, loin de là. Je pense que c'est au contraire en travaillant en réseau, de manière transversale, en respectant tout ce qui est de l'ordre de la confidentialité, ça a été dit à plusieurs reprises. Et moi, en tant que coach, je n'ai pas d'engagement réglementaire, juridique, mais par contre, j'ai une éthique, une déontologie qui m'oblige aussi à respecter cette confidentialité parce que c'est la base de tout, c'est ce qui permet la parole. Mais, et la confiance surtout. Mais du coup, voilà, moi j'ai envie de vous dire, il faut qu'on travaille ensemble et il faut aussi aider les personnes à parler de leur travail. Moi, j'ai souvent des gens, par exemple, leur souffrance permet aux gens, à un moment donné, de réfléchir à leurs besoins. C'est quoi mes valeurs? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien, en fait? Et à un moment donné, on est dans un monde dans lequel les choses vont tellement vite que si, en fait, les gens, je leur dis, moi, comme ça, je leur dis, c'est fou, quoi. On passe du temps chez le dentiste, on passe du temps chez le cardiologue, mais en fait, notre travail, c'est 50% de notre vie. Et combien de temps vous avez pour parler de votre travail? Je ne parle pas pour se plaindre du travail, mais je parle pour parler du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Pourquoi ça se passe mal avec mes collègues? Est-ce que je suis obligée? Et en fait, moi, c'est cette... je pense que c'est... Voilà, je pense qu'on arrive à un moment aujourd'hui avec la crise, avec le fonctionnement des organisations qui fait qu'on ne réglera pas ça. On n'y arrivera pas si on ne s'y met pas tous ensemble. Voilà, profondément. Merci beaucoup, Anne. C'est très intéressant. J'en profite avant de vous donner la parole, Maniaga. Vous posez quelques questions, Magali, sur le fait. Alors, il y a Maëva qui nous disait que, alors, il nous reste 10 minutes sur ce webinaire, donc on va tout essayer de répondre aussi exhaustivement, mais succinctement que possible. Quand il y a une enquête diligentée par l'employeur pour se dégager de la responsabilité du burn-out, est-ce qu'il peut demander au médecin du travail si le salarié en question a une fragilité psychologique antérieure, ou c'est-à-dire d'ordre privé, d'ordre, voilà.
qui relèvent de la sphère privée. Non. Non, on ne communique rien de médical à l'employeur. Voilà. D'accord, très bien. Autre question. On vous a perdu, Judith. Ah, on n'entend plus bien. Vous ne m'entendez pas? Ah. Mauvaise. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez mieux? Ça y est, c'est revenu. Voilà. C'est bon, c'est revenu. Merci. Vous avez entendu ma question, Maniaga? Est-ce que les rapports entre assistants sociaux et représentants du personnel, c'est une question que posait Aurélie, sont malaisés ou au contraire facilités? Les rapports entre assistantes sociales et représentants du personnel, dans mon expérience, en tout cas en général, ça se passe plutôt bien. On travaille en collaboration et on arrive à communiquer sur la situation des salariés. Alors effectivement, il peut arriver des cas où il y a un manque certainement de communication, ou peut-être chacun est dans une posture où voilà, on fait le travail de l'autre. Peut-être, j'ai déjà vu faire, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais dans mon expérience, ça s'est toujours plutôt bien passé. Merci beaucoup, Maniaga. Docteur Claes, rapidement. Donc ça, mais je l'ai dit, le burn-out est très peu reconnu comme accident de travail, notamment aussi particulièrement en période de télétravail. Est-ce que vous avez des problématiques de burn-out? D'ailleurs, vous avez un fichier à ce sujet dans l'onglet des fichiers sur le burn-out en période de télétravail. Et avant, voilà, on est un peu débordé, mais on termine dans moins de 7 minutes. Sachez que si vous voulez avoir un retour ou une consultation pour l'un de vos salariés avec l'une de nos intervenantes, sauf Magali Claes, qui travaille dans un service dédié à la médecine du travail, ou alors un rendez-vous, une consultation juridique tout à fait gratuite au sein de notre cabinet, de consultation juridique gratuite dans l'onglet des fichiers. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, je voulais vous dire, avant que ce webinaire se termine. Donc, Docteur Claes, est-ce que les problématiques de burn-out, vous les avez rencontrées liées à la problématique de télétravail, ou alors est-ce que le fait d'être en télétravail interdit quasiment de se plaindre, entre guillemets, d'une surcharge du travail, ou au contraire, le télétravail accélère ces possibilités, je dirais, de burn-out? Alors, c'est encore un petit peu tôt, j'ai envie de vous dire, mais il y a effectivement des cas de souffrance au travail liés au télétravail. D'une part, de par l'isolement, qu'on a évoqué, voilà, le fait d'être, surtout là dans le cadre de la crise sanitaire, où il y a des gens qui sont seuls avec leur ordinateur depuis 1 an chez eux. Voilà, tout le monde n'a pas une grande maison avec un jardin et une pièce dédiée pour télétravailler. Donc, il y a ça. Il y a aussi peut-être de la part des entreprises, enfin, de ce que je peux constater à mon échelle, c'est que autant il y a eu une certaine tolérance et puis un flottement aussi l'année dernière, autant là, les exigences des entreprises sont revenues en force, où vraiment il y a des exigences d'objectifs, de qualité, qui fait que parfois, voilà, il peut y avoir aussi une surcharge de travail. Il faut montrer tout le temps qu'on est là, en fait. Il faut, voilà, des fois quand on enchaîne des réunions en webinaire, effectivement, à distance, en visio, ça demande beaucoup de concentration et on les enchaîne parce que là, tu as du temps. Parfois, on peut entendre aussi des salariés qui nous disent l'employeur me dit je n'ai plus de temps de trajet, donc c'est du temps que je peux utiliser pour travailler en plus. Et puis, il faut aussi bien cadrer le temps de travail. Parfois, c'est difficile de jongler, encore plus quand on est à la maison en télétravail, entre la frontière entre le professionnel et le personnel. À quel moment est-ce qu'on débranche l'ordinateur? Voilà, donc il y a quand même des… Donc le burn-out existe Existe aussi en télétravail, oui.
Ah, très bien. Ça ne protège pas. Voilà, je vous remercie beaucoup sur la demande d'Ingrid, mais de toute façon, je ne comptais pas terminer ce webinaire sans avoir abordé la question du bore-out et du burn-out. Mais donc, il faut savoir, juste sur le plan judiciaire, pour terminer sur le burn-out, donc faire qualifier le burn-out en tant que maladie professionnelle, c'est un long parcours du combattant, pas forcément utile pour rebondir sur ce que disait Aline. Effectivement, ça n'obère pas forcément la suite de l'avenir professionnel, mais il n'empêche, Aline, qu'une personne qui va recevoir une rente de la CPAM au titre du burn-out peut perdre un petit peu de son énergie pour professionnelle de manière aussi investie qu'elle a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que, vous voyez, moi, j'envisage pas simplement la partie technique, médicale ou juridique, mais je vois aussi l'avenir de la personne et je trouve que de fixer sa vie professionnelle, parfois, voilà, trentaine, quarantaine, cinquantaine ou même quelques années avant de prendre sa retraite avec un contexte de burn-out qui vous rigidifie un petit peu, ne me semble pas toujours très pertinent sur le plan psychologique, sur le plan judiciaire, sur le plan médical et sur le plan aussi de l'avenir professionnel. On peut demander donc aussi un mi-temps thérapeutique, ça vous pourrez le voir. On peut demander au médecin du travail de déclarer le salarié inapte à son poste avec un reclassement possible ou sans reclassement possible, donc apte avec réserve. Vous pourrez regarder tout ça. Et enfin, l'engagement de la responsabilité de l'employeur, là je vous parle du rôle de l'avocat, comme je vous l'ai dit, l'article L 4121-1 du Code du travail soumet l'employeur à l'obligation de garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le salarié peut, c'est-à-dire que, alors ça, il faut savoir, c'est extrêmement intéressant, c'est que vous avez plusieurs possibilités pour quitter votre travail, soit vous suite passer au bore-out et au burn-out, vous avez la solution amiable, c'est-à-dire la rupture conventionnelle. On ne fait pas part des griefs. On ne fait pas part des griefs. Donc, c'est comme un divorce à l'amiable. Voilà. L'intérêt, c'est que le burn-out peut être intégré dans une négociation sur le plan des indemnités transactionnelles. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, on peut tout à fait quitter son employeur, même dans un contexte de burn-out, pas forcément le faire revendiquer sur le plan médical ou judiciaire, mais le faire valoriser en unité financière. Et ça peut être une première option extrêmement intéressante. Vous avez après, comme on l'a dit, le licenciement pour inaptitude, qui lui aussi permet d'engager des négociations autour d'un protocole transactionnel quand il y a un contexte qui plane dans l'air de burn-out, parfois associé à d'autres risques psychosociaux tels que du harcèlement, du stress, des méthodes vexatoires ou autres. Et vous avez une troisième solution qui est un peu radicale. Et pour cela, il faut avoir un dossier en béton armé, c'est la prise d'acte. C'est-à-dire que c'est une sorte de démission, mais qui permet d'ouvrir des droits et qui permet d'avoir une date très rapide en termes d'audience au prud'homme. Mais il faut véritablement que l'employeur ait commis des fautes d'une particulière gravité pour que le juge prud'homal dise effectivement le lien de causalité entre le burn-out et le contexte professionnel est avéré et donc la personne va recevoir des indemnisations à plusieurs titres. Et voilà. Mais là, on rentre tout de suite en faisant ce qu'on appelle une prise d'acte. C'est une démission et qui permet de déposer une requête immédiatement devant le Conseil des prud'hommes en mettant en avant la responsabilité de l'employeur. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans la rupture conventionnelle où on va discuter une transaction. On n'est plus non plus dans le licenciement pour inaptitude où on peut aussi envisager une transaction. On est dans un schéma beaucoup plus âpre, mais qui peut porter ses fruits quand le Conseil des prud'hommes fait droit aux demandes de la personne. Maintenant, ça, c'était le burn-out. Pour le bore-out, et là, c'est très important, un groupe d'épuisement professionnel qui vient de l'ennui. C'est une expression qui vise les cas où un travailleur privé de l'essentiel de ses responsabilités ou est affecté à des fonctions monotones ou subalternes. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que la jurisprudence en tant que telle n'a pas consacré le bore-out de manière aussi fréquente et constante qu'elle l'a fait pour le burn-out, mais elle l'a fait très récemment dans un arrêt, c'est la Cour d'appel de Paris, qui a rendu un arrêt le mardi 2 juin 2020, très clair sur la question, et qui a mis en avant le fait que le bore-out est une forme de harcèlement moral et qu'il mérite pour cela d'être condamné.
Je vous pose le schéma. Il s'agit en fait d'une sorte de mise au placard. Cette affaire sur laquelle s'est prononcée la Cour d'appel de Paris, elle a débuté il y a 6 ans. Monsieur Frédéric D est responsable des services généraux dans une société qui s'appelle Interparfum. Il est licencié pour avoir été trop longtemps en arrêt maladie. Seulement voilà, ce salarié explique que s'il a été malade, et en particulier s'il a fait une crise d'épilepsie au volant de sa voiture, c'est parce qu'il a été victime d'une forme de harcèlement moral bien particulière. Il devait à l'origine notamment coordonner les événements du groupe. Il s'est retrouvé à configurer la tablette de son patron et à s'occuper à son domicile de la centrale vapeur de son employeur. Il demande du travail et n'en obtient pas, et il s'enfonce dans la dépression. Malade, puis viré, il saisit les prud'hommes qui vont lui donner raison. Son employeur fait appel et l'employeur a perdu le procès parce que les juges reconnaissent que le manque d'activité et l'ennui de M. D a bien conduit à la dégradation de son état de santé. C'est donc par cet arrêt de la Cour d'appel du 2 juin 2020 une reconnaissance officielle du bore-out, et c'est la première fois que la justice française retient ce mot. Vous avez cette jurisprudence dans l'onglet « Les fichiers ». Je terminerai en donnant la parole à mes intervenantes. Est-ce que le bore-out, cet ennui au travail, cette perte de sens, comme l'a identifié Anne Trester, c'est quelque chose aussi dont vous entendez beaucoup parler, au même titre que le burn-out? Magali Kless, je vous redonne la parole. Alors, ça arrive, peut-être pas aussi souvent que on y est. Enfin, en tout cas, moi, je n'y suis pas confrontée aussi souvent, mais ça arrive et ça peut être aussi destructeur, effectivement, pour la personne que le burn-out. Hein, la sous-charge de travail, comme on dit, la perte de sens, c'est quelque chose qui peut être très, très destructeur pour les salariés. Hein. Comment est-ce que vous l'encadrez, on va dire, médicalement, cette notion de burn-out, par exemple, d'ennui? Est-ce que vous le mettez dans un certificat médical? Quels sont les termes que vous employez? Alors, nous, déjà, on fait peu de certificats médicaux, hein, je vous le dis. En général, nous, on va mettre en avant, par exemple, par le biais d'une étude de poste, l'activité réelle du salarié. Voilà. Et après, on a des termes médicaux. On va dire effectivement, est-ce que voilà, il y a une dépression, une anxiété, quel est le retentissement, les troubles cliniques qui peuvent être mis en avant. Mais voilà, nous, on va parler entre nous de bore-out. Voilà, on va le qualifier comme ça auprès des salariés pour leur expliquer ce qui se passe pour eux, que ça s'appelle comme ça. Et voilà, mais pour autant, voilà, j'ai jamais été amenée à faire de certificat pour dire. Mais nous, on étudie les conditions de travail et le travail du salarié, où effectivement, on peut mettre en évidence que, voilà, mais pas toujours. C'est pas toujours simple de mettre ça en évidence non plus. Très bien, merci beaucoup Magali. Donc, effectivement, même cet ennui au travail peut être envisagé par le médecin du travail. Dans toutes ses composantes et sa complexité. Donc, c'est intéressant de le dire et que nos intervenants l'entendent. Anne Trester, vous m'avez montré un outil que, si brièvement, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, précisément autour du sens au travail, qui vient en miroir, je dirais, de cette problématique d'ennui au travail, présenté par un arbre. Et j'ai trouvé l'image très jolie sur le plan de la symbolique et aussi extrêmement pertinente dans la manière de peut-être d'aborder un rendez-vous, de questionner les personnes sur une problématique de bore-out. Là, ce que vous montrez, ce que vous voyez sont ce qu'on appelle les arbres de vie professionnels. En fait, c'est un outil qu'on utilise qui permet en fait à une personne de revisiter sa vie professionnelle, mais aussi de revisiter un projet. Il faut savoir que cet outil, il a été développé en fait dans les années 80, dans des situations, a été mis en place par des médecins pour aider des populations et des publics qui avaient été confrontés à des traumatismes extrêmement graves. Hein. On parle de guerre, de perte de gens, de décès, etc. Et en fait, ils ont cherché des outils pour aider, pour essayer de comment est-ce qu'on peut aborder quelqu'un et l'aider à se reconstruire. C'était vraiment ça l'idée. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette symbolique d'abord de l'arbre de vie. Ça peut être, c'est forcément une symbolique qui nous parle tous d'une manière ou d'une autre, puisque toute l'idée, en fait, c'est d'inviter la personne à construire son arbre
avec en fait chaque étape, chaque partie de l'arbre représente en fait, comme vous pouvez le voir, les racines représentent tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant. Le sol, par exemple, représente ce dont elle a besoin pour faire grandir son arbre. Dans le tronc, on va interroger et inviter la personne à réfléchir à ses forces, ses compétences, les forces que les autres lui reconnaissent, les compétences qu'elle se reconnaît. Les branches, forcément, ça va être ses espoirs, ses attentes, ses projets. Les feuilles vont représenter ce qu'on appelle le club de soutien, c'est-à-dire toutes les personnes qui, à un moment donné, jouent un rôle dans leur vie ou ont joué un rôle dans leur vie. Et en fait, autour de ce travail-là, on peut inviter quelqu'un à en fait se raconter une histoire un peu différente. Parce que toute l'idée de l'arbre de vie, c'est que quelles que soient les épreuves qu'à un moment donné on traverse, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une prise en charge médicale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un accompagnement juridique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas affronter les difficultés du travail, mais en tout cas, c'est une invitation à reconstruire, à imaginer une nouvelle histoire dans laquelle il y a de la vie, justement. Et c'est ça que je trouve très joli. Alors, c'est vrai que moi, quand je vous en ai parlé, Judith, ce n'était pas forcément dans l'idée du bore-out. Juste pour rebondir 2 mots, moi, ça arrive, mais pas énormément. J'ai envie de dire que moi, j'entends 2 choses. Dans le bore-out, il y a ce que vous avez évoqué, qui est la mise au placard, qui est là, pour moi, une forme de harcèlement et de difficulté que parfois, il faut effectivement aider les gens à faire face à ça. Mais après, c'est pour ça que moi, cette notion de bore-out, je vois bien qu'aujourd'hui, on est dans une phase avec les RPS, tout se judiciarise, on met des mots sur plein de choses. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ne pas avoir envie le matin de se lever pour aller au travail, c'est un problème. Voilà, moi, c'est mon credo de base. Après, si en plus vous rajoutez que vous avez 2 heures de transport, alors c'est sûr que la vie, elle est vraiment, à ce moment-là, elle devient compliquée. Et juste pour finir sur cet arbre de vie, j'ai commencé depuis plusieurs mois vraiment à l'utiliser avec des personnes qui au départ venaient simplement pour réfléchir à leur projet professionnel. Et puis, j'ai commencé à l'utiliser avec des managers que j'accompagne aussi en coaching. Et en fait, c'est vrai que c'est un outil qui permet à la personne de prendre de la distance avec ses difficultés et d'imaginer, c'est en fait la force de la métaphore. Grâce à la métaphore, en fait, on invite chacun à un petit peu se dissocier de son problème. Il va dessiner son arbre de vie. Et il m'arrive de reprendre cet arbre de vie, parfois suit la personne. Alors, je ne vous dis pas à chaque fois, mais parfois, cet arbre de vie, la personne le suit. Par exemple, il y a une phase qui est très jolie dans cet arbre, qui est les feuilles. Dans les feuilles, on va vraiment inviter la personne à réfléchir à toutes les personnes qui l'inspirent, qui le soutiennent, qui l'ont aidé. Ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des personnes disparues. Mais vous voyez bien que toute la force, ça va être de revisiter l'histoire de la personne, parce que à travers les mots et à travers l'histoire qu'elle va voir apparaître, en fait, elle peut se reconstruire et elle peut créer quelque chose de neuf. Voilà. Merci beaucoup, Anne. C'était très intéressant. Pour répondre à la question d'Ingrid, et après je vais laisser la parole à Maniaga, le bore-out est-il augmenté avec le retour d'expérience ou de dossier, Ingrid? Mais effectivement, j'entends beaucoup parler de bore-out en période de télétravail, mais qui est aussi dû à un contexte, c'est-à-dire un environnement où on ne bouge pas, on ne retrouve plus ses collègues, on travaille de la maison, donc il y a un côté extrêmement répétitif, et je dirais c'est plus l'environnement qui est parfois pressurisant ou ennuyant que les tâches elles-mêmes. Mais pour revenir sur votre question, Ingrid, il faut savoir que le bore-out, c'est pas il a augmenté ou pas augmenté, parce que le bore-out, et je vous rappelle, c'est très important selon cette jurisprudence récente de 2020, il ne s'analyse pas simplement comme une forme d'ennui au travail ou comme on pourrait l'envisager. Et là, sur le burn-out, il y a un manque de sens au travail, des tâches absurdes, non stimulantes, quelque chose entre le burn-out et le bore-out. Mais le burn-out, tel qu'envisagé par la jurisprudence en France, il est sous-tendu par le prisme du harcèlement moral. C'est-à-dire que le bore-out, on peut le mettre en avant, nous, avocats, si et seulement si
eh bien, il y a du harcèlement. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai eu un cadre très élevé dans l'organigramme d'une grande entreprise de véhicules, d'automobiles, etc. Il était là, il a 300 personnes sous sa direction, et l'employeur lui a demandé de poser, vous savez, les lignes blanches, de scotcher les lignes blanches à terre pour qu'il y ait la distanciation sociale quand les gens retournent pour travailler sur site. Bref, l'employeur lui a donné plein de petits tâches comme ça, et il y avait une atmosphère comme ça depuis un an, de forme de pression. On ne peut pas parler vraiment de harcèlement, mais plus de mesures vexatoires. Eh bien, non seulement on lui a enlevé beaucoup de peu mis au placard, mais en plus de ça, on lui a donné des tâches dévalorisantes, telles que je l'exposais dans cet arrêt du 2 juin 2020, à savoir, par exemple, cette personne-là, le patron lui avait demandé de s'occuper de choses qui relevaient vraiment de petits détails techniques de sa vie privée. Donc, le bore-out, oui, mais si et seulement si, c'est sous-tendu par un contexte de harcèlement moral. Laurence, vous nous posez la question, pouvez-vous nous donner quelques éléments pour aider les personnes à le compléter? Alors, je n'ai pas bien compris votre question, si vous pouviez repréciser dans le chat. Des éléments pour aider les personnes à compléter quoi? Ça, je ne sais pas trop, si vous voulez bien intervenir. Mais Maniaga, j'en profite pour vous poser cette question et on va conclure ce webinaire qu'on a largement. Vous êtes encore nombreux, alors je me suis permis de prendre encore quelques minutes. Est-ce que cette vision du désengagement au travail, c'est une plainte que vous entendez beaucoup, vous, en tant qu'assistante sociale? On ne vous entend pas, pardon. Pardon. C'est bon. Oui, donc oui, c'est une plainte effectivement qui m'arrive d'entendre et qui prend sa source dans diverses raisons, notamment le manque de reconnaissance, souvent par rapport à l'activité réalisée, un manque de sens, ça a été évoqué aussi déjà, et puis par rapport aussi à une organisation du travail qui est régulièrement en mouvement et où le salarié ne se retrouve plus, n'arrive plus à se situer. Et il arrive à un moment donné où il baisse les bras. Et effectivement, oui, dans ce cadre-là, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, en relation aussi avec ces réorganisations successives, moi, ce que j'ai pu vivre et accompagner au sein d'un organisme, c'était des réorganisations successives qui ont provoqué des pertes de repères pour les salariés parce qu'ils n'étaient plus rattachés à un hiérarchique et puis de fil en aiguille, ils étaient sans activité et se retrouvaient dans une situation de bore-out, à ne plus avoir d'activité, mais même ne plus savoir à qui s'adresser parce qu'ils ne savaient plus dans de quel département ils relevaient et puis qui était leur hiérarchique. Donc voilà aussi d'autres sources effectivement de désengagement. Oui. Pour conclure et rebondir sur ce que vous dites, Maniaga, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on en revient toujours à cette question perte de sens, certes, mais aussi rupture du dialogue, puisque en général, c'est ce contexte surtout de burn-out, mais aussi de bore-out au sein de l'entreprise. Même dans la surcharge de travail, on ne sait plus trop ce qu'on fait ni pour qui on le fait. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, vous qui nous suivez encore activement après près de plus d'1 heure et demie de webinaire, c'est effectivement de réintroduire du dialogue. Et je dirais, quel que soit le professionnel, pour peu que le professionnel soit sensible à la situation de la personne. Moi, en tant qu'avocate, ce que je vous conseille, c'est de ne pas orienter directement les gens vers un conseil juridique ou judiciaire, même si c'est important aussi pour comprendre la situation. C'est qu'il faut faire appel à des professionnels, qu'ils soient à l'intérieur de l'entreprise, qu'ils soient en dehors de l'entreprise, mais qui vont leur permettre de mettre des contours exacts à ce qu'ils vivent. Est-ce qu'ils vivent est vraiment complètement d'ordre professionnel? Est-ce que c'est aussi un peu d'ordre privé? Est-ce que c'est par exemple, ils se sentent à l'étroit chez eux, ils sont en plein divorce
et le travail, ça se passe mal, donc on va solliciter l'assistante sociale pour avoir éventuellement pour solliciter un autre logement. Est-ce que c'est une pathologie, une vraie dépression? J'arrive pas à mettre les mots, donc je vais voir mon médecin traitant ou mon médecin du travail. Est-ce que c'est plus quelque chose de l'ordre de la transition de carrière? J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de quitter mon poste, donc je ressens plus durement la surcharge de travail, donc je vais plutôt aller voir un coach. Bref. Ou alors, est-ce que vraiment on est dans un contexte de harcèlement extrêmement grave et qui n'est pas entendu par l'employeur? Donc, dans ce cas, je sollicite l'inspection du travail, je vais voir un avocat, je sollicite les instances représentatives. C'est très, très important de donner la juste mesure du burn-out qui est vécu par la personne pour l'orienter au mieux. Donc, il faut, je dirais pas n'importe quel professionnel, mais un professionnel qui sera à l'écoute et qui saura prendre en compte la gravité, l'intensité de ce que la personne vit. Docteur Claes, est-ce que vous voulez rajouter encore un petit mot avant qu'on dise au revoir à nos participants? Juste dire qu'effectivement, ce n'est pas une fatalité qu'on arrive quand même à traiter des situations, à lutter contre les risques psychosociaux, voilà, et que bon, il y a du travail, mais qu'on peut y arriver. Voilà, un petit peu d'optimisme. Merci beaucoup pour votre intervention qui vraiment nous a permis de vraiment mettre en lumière le rôle du médecin du travail et surtout ce qui est parfois méconnu, et je le redis par les clients que je reçois, à savoir que oui, le médecin du travail dialogue avec les autres services et oui, il peut être vraiment un soutien pour les salariés en souffrance. Maniaga, vous voulez nous transmettre aussi un mot de conclusion, rajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit? Il faut rallumer votre micro, pardon, je ne vous entends pas. Je suis désolée à tous les coups. Vous m'entendez? Oui. Oui, peut-être ajouter quelque chose qui n'a pas été évoqué et que peut-être certains ignorent, c'est le soutien que peut apporter le service social aux personnes qui sont en situation de souffrance, de mal-être au travail, de burn-out, sur le plan administratif, parce que effectivement, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément les ressources et puis on ne connaît pas forcément les dispositifs et les organismes qu'on peut interpeller pour faire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'autres démarches de ce type. Donc, le service social est effectivement un soutien aussi sur cet aspect-là. Merci beaucoup, c'est très important de le rappeler. Anne, alors je ne vous vois plus trop, mais je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Moi, je suis toujours là. J'ai eu un petit souci. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous m'avez perdu, mais j'ai réussi à revenir. Voilà, alors là, je ne vous vois pas, mais si vous voulez nous donner votre petit mot de conclusion avant qu'on ait nos participants. Moi, j'aurais envie de vous remercier d'abord tous. J'aurais aussi envie de finir sur une note d'optimisme, comme l'a dit l'intervenante Magali. Voilà, vous dire que, partager cette envie en tout cas de continuer à accompagner les personnes, et je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire et on peut faire des choses, j'ai envie de dire une banalité, mais voilà, tant qu'on est présent, tant qu'on peut exprimer ce qui se passe, je pense vraiment qu'on peut rebondir et que la vie professionnelle peut être faite de moments très difficiles, mais aussi de renaissance et de moments absolument positifs. Et pour ça, c'est un travail comme les autres, en fait. Il faut s'en occuper, occupez-vous de vous. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, surtout dans cette période. Qu'on s'occupe les uns des autres et que chacun s'occupe de soi. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Maniaga, merci beaucoup Magali pour vos interventions passionnantes, pour cet échange à 4 voix, à 4 regards. Je vous le redis, moi je suis en tant qu'avocate à votre disposition pour recevoir les salariés ou les agents qui seraient en difficulté sur ces questions-là. Comme je vous l'ai dit maintenant, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore, ma méthodologie, c'est que j'accompagne les gens dans une procédure de négociation avec l'employeur ou judiciaire, si et seulement si je pense que ça en vaut la peine, qu'il y a quelque chose à faire. Et je n'hésite jamais, c'est la raison pour laquelle je fais intervenir à chaque webinaire d'autres intervenants, à orienter vers d'autres professionnels quand je sens que les gens, c'est pas vraiment une envie, c'est plus une question, je veux dire, je ne les embarque pas dans des procédures pour lesquelles parfois je ne les sens pas prêts ou qui ne seront pas forcément bénéfiques pour eux ou qui n'aboutiront tout simplement pas.
Donc, cette question du burn-out, elle doit être réfléchie, la question du burn-out, la question du sens au travail, je dirais, de manière tout à fait générale, parce que je terminerai moi en disant, en tant qu'avocate, que la souffrance au travail, c'est une réalité. Je m'occupe beaucoup aussi de dossiers de droit de la famille, aussi beaucoup de préjudices corporels, et j'étais surprise, il y a quelques années, il y a à peu près 8 ans, quand j'ai commencé à m'occuper activement de dossiers de droit du travail, de voir à quel point quitter son employeur, c'était aussi difficile que de quitter un homme ou une femme. C'était aussi parfois douloureux que d'avoir un grave accident de la vie ou de la santé. Je vois beaucoup de gens dans mon cabinet qui pleurent parce que il y a un trop-plein, parce que c'est trop difficile à vivre, parce que si quitter son univers professionnel, qui, comme le disait justement Anne, est 50% de la vie, eh ben c'est dur, eh ben ça fait mal. Et donc, il faut prendre cette composante-là et ne pas aborder ce sujet-là du burn-out trop techniquement, je dirais. Il faut l'aborder sous tous ces angles, tels qu'ils l'ont été exposés par nos intervenantes aujourd'hui, avec leurs composantes juridiques, judiciaires, avec leurs composantes fiches de poste, travail, la partie administrative dont on nous a parlé Maga, la partie médicale. Bref, tout ce prisme-là, tout cet arc-en-ciel qui fait que la vie professionnelle est ce qu'elle est, il faut l'aborder avec beaucoup de finesse, beaucoup de nuances, toujours bien contextualiser et ne jamais ni minimiser la souffrance, ni dire « oh, n'exagère pas, ne mets pas ce nom de burn-out sur tout et rien, c'est pas tout à fait ça ». Ou alors, ne pas non plus trop exagérer la chose, c'est-à-dire enfermer la personne dans sa problématique. Bref, c'est un sujet vaste, passionnant. On y a passé presque 2 heures. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute, de vos échanges actifs dans le chat. Je remercie vraiment nos intervenantes, Dr Magali Kless, Anne Trester, Maniaga Diawara. Si vous voulez avoir des contacts avec nos intervenantes, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à judith@buchinger-robin.com. On met ma adresse dans le chat et je relayerai vos demandes vers nos intervenantes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, ensoleillée, on a de la chance. Bon courage pour cette période de télétravail qui n'en finit plus, j'imagine pour beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aussi un webinaire grand angle passionnant d'1h30 et 2 heures sur les professionnels face aux violences conjugales. Comment vous, assistants sociaux, vous êtes amenés à gérer ces situations. Et j'aurai notamment comme intervenant le docteur Philippe Haïm, qui est psychiatre, qui a écrit de nombreux ouvrages et articles sur ces questions-là, le docteur Judith Trincard, qui est la secrétaire de l'association Mémoire Traumatique, qui est présidée par Muriel Salmona, dont vous avez beaucoup entendu parler, le docteur Muriel Salmona. Et j'aurai aussi une antenne d'un hôpital qui s'occupe de manière pluridisciplinaire de ces questions sur les violences conjugales. Et ça ne manquera pas d'être un webinaire tout aussi passionnant que celui de ce jour. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est la semaine prochaine, jeudi 15 avril. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.